Tony Buzan est un chercheur qui a mis au point un outil de mémorisation justement où à partir des années 70 qu'il a développé en fait jusqu'au début des années 2000, donc c'est un outil qui a mis pas mal de temps à se développer et il est parti en fait de toutes les études qui ont été faites sur la mémoire, sur le cerveau, qui ont été faites à son époque et qui ont été faites au fur et à mesure évidemment. Et l'une des premières études sur lesquelles il s'est reposé, c'est l'étude de Ralph Haber qui avait fait tester la mémoire visuelle en fait. Est-ce qu'on est bon pour nous rappeler en fait des images qu'on a vues, des choses que l'on a vues ou pas? Et donc il a pris des gens au hasard dans la population et il a montré à ces gens-là 10 000 images, 10 000 photos en fait. Et il a fait un test après sur ces gens-là pour savoir est-ce qu'ils se rappelleraient en fait de toutes les images qu'ils ont vues. Et en fait, les gens qui ont été testés se sont rappelés de 98% de ces images. Donc c'est quand même assez énorme. Finalement, sur 10 000 images, vous imaginez. Enfin, c'est vraiment un score assez élevé. Et on est tous comme ça, en fait. On a une mémoire visuelle, tous globalement, qui est assez bonne, qui est vraiment même assez bonne. Je sais qu'il y a peut-être certains parmi vous qui peuvent se dire « Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas visuel, j'ai une mémoire qui est beaucoup plus auditive ou j'ai une mémoire beaucoup plus quand je fais les choses, machin. » Sûrement qu'il y a des exceptions, mais les recherches nous disent en tout cas que la majorité des êtres humains ont une mémoire visuelle, une très grande majorité. La majorité des neurones dans le cerveau qui sont adaptés, qui sont appliqués pour les sens, hein, pour déduire les sens, pour le toucher, l'odorat, la vue, etc. Eh bien, la majorité de ces neurones-là sont appliqués uniquement aux yeux, à la vue en fait. Les neurones dédiés à la vue sont beaucoup plus nombreux que sur les autres sens finalement. Et ça nous dit vraiment que le sens principal en fait chez nous, chez les êtres humains, c'est la vue finalement. Et la mémoire visuelle, elle aussi, est très bonne. C'est là-dessus que s'est basé Tony Buzan pour créer justement son outil qui est le mind map. Le mind map, c'est un outil de présentation de l'information qui permet de retenir entre 30 et 60% d'informations en plus par rapport à si cette même information avait été écrite sur texte. Je répète, hein, entre une même information écrite sous forme de texte et écrite sous forme de mind map, à la lecture de ces deux documents, on retient entre 30 et 60% d'informations en plus sur le mind map. Voilà, là on commence à toucher quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le mind map, en gros, ça se présente comme ça. Alors, si vous n'avez jamais vu de mind map auparavant, ça peut vous sembler quelque chose d'un peu bizarre. En gros, vous avez au centre de votre feuille, au centre de l'image, l'objet d'étude principal, la question que vous vous posez, ce que vous voulez, sur quoi vous voulez travailler. Autour de cette image centrale, vous pouvez mettre les différents concepts clés en fait qui sont directement liés au problème, directement liés au sujet que vous êtes en train d'étudier tout simplement. Après, vous pouvez faire des sous-branches encore, hein, comme vous pouvez le voir, qui vont détailler encore un peu plus le sujet. Bon. En gros, cette façon de présenter l'information possède énormément de bienfaits. En fait, dans le livre de Tony Buzan, justement, un Mind Map Mastery, il nous explique un peu comment il nous a fait, il nous explique même beaucoup, comment est-ce qu'il nous a créé en fait cet outil. Et en fait, au fur et à mesure des années, parce que le Mind Map a été développé pendant plus de 20 ans hein, quand même, donc il a utilisé énormément de recherches, en fait, énormément de recherches scientifiques qui lui ont permis petit à petit d'affiner cet outil-là. Et je vais en citer 2-3 d'entre elles pour vous expliquer à quel point c'est utile en fait le mind map et pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien. Par exemple, comme vous le voyez sur ce mind map, il y a énormément de couleurs, il y a énormément de dessins. C'est quelque chose qui n'est pas habituel dans les textes, dans les livres que l'on lit. Et en fait, ça c'est extrêmement bon pour le cerveau. Par exemple, je vous montrer un truc. Lorsque vous lisez un texte, en fait, eh bien, le texte il est écrit avec des mots, avec des phrases, et donc vous avez besoin d'utiliser, en fait, de décoder les mots avant de pouvoir en comprendre le sens. En gros, dans le cerveau, il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère gauche, un hémisphère droit, et de nombreux neuroscientifiques nous racontent que l'hémisphère droit du cerveau est plutôt lié à la partie émotion, gestion des émotions, et la partie gauche beaucoup plus liée à la partie qui gère la logique, en fait, dans notre cerveau. Lorsqu'on lit un texte, on doit d'abord décoder les phrases, hein, tout simplement. Donc l'information passe d'abord par le côté logique,
et après passe du côté émotionnel. Donc il y a un chemin que doit faire l'information dans le cerveau pour pouvoir être comprise, pour pouvoir être entièrement comprise. Alors qu'avec un mind map, l'information est présentée visuellement. Par exemple, lorsque vous voyez un mind map comme celui-là, eh bien, vous voyez directement les liens de relation en fait entre les différents sujets, vu que ceux-ci sont directement dessinés. Les liens hiérarchiques entre les sujets sont directement dessinés en fait sur le dessin, ce qui fait que vous avez une structuration de l'information qui est beaucoup plus facile à assimiler. Deuxième chose aussi, c'est que le fait que vous ayez énormément de couleurs et de dessins, eh bien, c'est aussi beaucoup plus facile à le comprendre d'un point de vue émotionnel, de la partie du cerveau qui gère les émotions. Et donc, grâce à ça, eh bien, le cerveau a beaucoup plus de facilité à intégrer cette information et aussi, il le traite beaucoup plus facilement, il met beaucoup moins d'énergie au traitement de cette information. Ce qui en fait un outil dit neuroergonomique. Neuroergonomique, ça veut dire qui est optimisé pour le cerveau en fait. Une deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que sur les mind maps, vous avez entre 5 et 7 branches, c'est-à-dire vous avez votre sujet principal au centre et vous avez 5 ou 7 grandes branches qui décrivent des concepts clés en fait, liés au projet que vous êtes en train de travailler. Et pourquoi 5 ou 7 grandes branches? Tout simplement parce que cela correspond au fonctionnement de la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire qu'on utilise au jour le jour, c'est-à-dire pour pouvoir lire un bouquin par exemple, eh bien c'est la mémoire dite de travail. Cette mémoire de travail en fait permet à la capacité, chez tout à chacun, de pouvoir enregistrer environ 5 à 7 informations en même temps. Et donc par exemple lorsque vous lisez un livre, vous êtes obligé de lire les mots un par un, ce qui fait que chaque mot représentant un concept, vous pouvez avoir uniquement les concepts un par un, visuellement. Et donc, ceci est dit sous-optimal d'un point de vue de la mémoire parce que justement la mémoire de travail peut engranger plusieurs informations en même temps. Ce qui fait que les lire un par un, c'est du coup pas aussi optimal que justement le mind map qui eux les montre directement tous en même temps et qui du coup optimise la mémoire de travail. Notre mémoire range les informations un peu comme une bibliothèque, vous voyez. Par exemple, je vais vous poser une petite question simple qui va permettre d'illustrer tout ça. Est-ce qu'une Porsche, je vous demande juste de faire attention à la manière dont vous allez réfléchir à la question. Est-ce qu'une Porsche est un moyen de transport? Ok. Est-ce que lorsque vous vous êtes posé cette question, vous vous êtes fait dans votre tête, Porsche c'est une voiture, moyen de transport, donc Porsche égale moyen de transport? Normalement c'est ça qu'on fait dans notre tête, globalement. Et en fait ce qui se passe, c'est que c'est vraiment l'illustration parfaite du fait que notre mémoire classe les informations un peu comme une grande bibliothèque. Vous voyez, dans une bibliothèque, vous avez un rayon spécifiquement sur un sujet spécifique. Ok, vous allez dans ce rayon et vous avez un étage du rayon qui est sur un autre sujet spécifique du sujet spécifique. Ok, après vous avez l'étage lui-même qui est classé en différentes parties finalement qui sont sur des sujets qui sont encore plus spécifiques du sujet spécifique. Vous voyez, et chaque livre est lui-même sur un sujet spécifique. Vous voyez le truc? Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous êtes allé dans le rayon moyen de transport, dans l'étage voiture, et dans l'étage voiture vous avez toutes les marques qui sont rangées, et notamment Porsche. Et donc du coup c'est comme ça que l'information est faite dans le cerveau en vrai. Et donc, eh bien finalement lorsque vous lisez un texte, là encore on voit que les textes écrits sont sous-optimales parce que, eh bien, l'information, elle est décodée de manière linéaire, en fait, vous voyez, et on est obligé de reconstruire l'information dans notre tête. Alors que, encore une fois, d'un point de vue du mind map, eh bien, l'information, elle est directement représentée comme ça, vous voyez. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de la comprendre telle qu'elle. Une petite dernière chose, rapidement, c'est le fait que, vous voyez, sur notre exemple de tout à l'heure, on avait tout un tas de branches qui partaient dans tous les sens, qui n'étaient pas du tout droites, qui étaient en courbe, toutes en courbe dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui est bon pour le cerveau lui aussi. Parce qu'on pourrait se dire que c'est plus facile de comprendre les lignes droites. Sauf que non. En fait, nous sommes entourés de lignes droites en permanence dans notre environnement, et on a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Sauf que ça l'est pas. Dans la nature, il n'y a jamais de ligne droite. Ce n'est que des courbes ou alors des lignes très cassées, lorsqu'on casse un rocher par exemple, ou ce genre de choses. Et donc,
Il n'y a jamais de ligne droite, il n'y a jamais d'angle droit dans la nature. Et pourtant, notre cerveau, il s'est développé dans la nature. Nos ancêtres, ils ont été majoritairement dans la nature et pas dans notre société actuelle avec nos villes et tout et tout. Notre cerveau, il est beaucoup plus câblé, beaucoup mieux optimisé pour fonctionner dans la nature. Encore aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de s'adapter autant pour s'adapter au monde dans lequel on vit actuellement. Donc, c'est ça l'idée, c'est que les courbes sont plus faciles à comprendre pour le cerveau. Donc, tant qu'à faire. Enfin bref, et tout cela explique, après je vous ai pas dit toutes les raisons non plus, il y a des dizaines et des dizaines d'études scientifiques qui ont été étudiées justement pour créer cet outil-là, donc je vais pas vous les citer toutes, bien évidemment, mais ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que le mind map a une efficacité aussi importante. Je rappelle, entre 30 et 60% d'informations en plus retenues, juste parce qu'il a été présenté sous forme de mind map plutôt que sous forme de texte. Donc, c'est quand même intéressant là pour le coup, on peut pas le nier. Et personnellement, je dois vous avouer, ça fait déjà 2 ans que j'utilise, un peu plus que ça, 2 ans et demi, que j'utilise le mind map régulièrement, et je me suis bien rendu compte aussi, comme beaucoup d'autres, qu'on pouvait utiliser le mind map pour d'autres choses que juste pour la mémoire en fait. On peut s'organiser beaucoup plus facilement en utilisant le mind map. En fait, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent. Et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo là, c'est que on peut vraiment utiliser le mind map pour beaucoup plus de choses que juste pour la mémoire, pour la mémorisation. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur le mind map lui-même et qui ont révélé exactement la même chose. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo-là, que j'ai commencé cette série de vidéos que je veux faire sur les techniques d'apprentissage rapide par le mind map, parce que le mind map est un outil qui est extrêmement polyvalent et qui va nous permettre d'avoir une colonne vertébrale vraiment efficace pour apprendre après les autres techniques d'apprentissage rapide. Vraiment, le mind map est un outil d'organisation qui est aussi extrêmement efficace. Et c'est pour ça que justement c'est intéressant de le voir au tout début. Comme je vous le disais, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur le mind map lui-même et qui ont montré exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu une étude sur des managers qui voulaient utiliser le mind map et qui se sont rendus compte qu'ils amélioraient leur créativité grâce au mind map, qu'ils amélioraient la qualité de leur travail finalement avec lui aussi. Ils ont même pu faire une étude quantitative, parce que par exemple améliorer la créativité, on ne peut pas vraiment le mesurer facilement. Par contre, mesurer la productivité, ça on peut. Et ils ont mesuré chez des managers, comme je le disais, que l'utilisation de mind map leur avait permis de, en moyenne, gagner 20% de productivité. Donc quand même quoi, l'utilisation des mind maps. Pareil chez une étude faite sur des étudiantes dans une école de jeunes filles à Dubaï ont montré que leurs professeurs leur ayant montré comment fonctionnaient les mind maps, en fait, elles ont réussi à augmenter significativement la qualité de leur expression écrite grâce au mind map. Sur une étude beaucoup plus impressionnante, je trouve encore, c'est celle qui a été, je pense, la plus aboutie sur le mind mapping, en tout cas de celle que j'ai pu voir. C'était l'étude faite par Vasilij Kokotovic de la faculté de design et d'architecture de l'université de Sydney en Australie, qui a essayé le mind map justement sur des étudiants en école de design. Leur travail consistait à créer un aspirateur et à concevoir un aspirateur justement pour un exercice de design et d'utiliser justement le mind map pour pouvoir se faire. Et la conclusion justement de Vasilij Kokotovic là-dessus, c'était que l'utilisation des mind maps a significativement amélioré la qualité justement du travail final rendu par les étudiants. Et que l'utilité du mind map est intervenue surtout au tout début, en fait, lors de la conception de l'appareil. Mais par contre, il avait certaines limites. Et ces limites-là, c'était le fait que, par exemple, pour pouvoir représenter graphiquement l'ensemble du processus industriel qui allait permettre la création, la production en fait, des aspirateurs en question qu'ils avaient conçus, finalement, ce n'était pas possible de le faire ça sous mind map, sous forme de mind map. Et c'est là qu'intervient la conclusion qu'il fait justement du mind map et qui me semble être la meilleure définition qu'on pourrait donner à cet outil, c'est que le mind map, c'est le support de la pensée humaine, le support de la réflexion humaine en fait. Et là, je pense qu'il a tout dit. Vraiment, c'est la meilleure conclusion que je pense qu'on peut tirer vraiment de cet outil-là. C'est-à-dire que si l'écriture a été une révolution énorme qui nous a énormément aidé, je pense de manière générale dans l'humanité, quand même, bon, le mind map
et pas encore à ce niveau-là non plus, hein, faut pas exagérer, ne nous aide pas autant que la découverte de l'écriture, mais c'est pas loin derrière, je pense. Parce que vraiment, je vous invite à essayer le mind map, hein, on verra ça plutôt lors de la prochaine vidéo. Lors de la prochaine vidéo, on verra tout de suite beaucoup plus le côté pratique de l'utilisation du mind map, hein, les différentes règles qu'il faut respecter pour créer un bon mind map, ce genre de choses. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Ici, on va plutôt parler du côté théorique, où en gros, l'ensemble, c'est un outil qui est tellement bien pensé pour être justement efficace pour le cerveau, optimisé pour le cerveau lui-même, que finalement, eh bien, on peut l'utiliser pour quasiment tout ce qu'on peut faire avec son cerveau. On peut apporter énormément plus de clarté à un problème, par exemple. On a un problème en question. Oui, ça a été... j'ai vu sur une étude aussi là-dessus, sur des étudiants, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent leurs étudiants comme cobayes. C'est ça impressionnant là-dessus. Ou en gros, chez des étudiants qui ont été obligés d'utiliser leur mind map pour créer des présentations orales, eh bien, ils ont remarqué que leur qualité de présentation orale avait été meilleure aussi pour les groupes qui utilisaient le mind map, mais que au-delà de ça, il y avait eu aussi une meilleure gestion du stress, en fait, grâce au mind map. Parce que le fait de pouvoir représenter de l'information de manière générale comme ça apporte beaucoup plus de clarté, en fait, lorsque vous avez un problème à résoudre, lorsque vous avez une présentation à faire, et que vous avez l'ensemble des sujets dont vous devez parler sous les yeux d'un seul coup, comme ça, avec toutes les informations et les liens des informations entre eux, ça vous apporte énormément de clarté, en fait, finalement. Ce qui réduit le stress lors de présentations orales. Vous voyez? Donc, comme quoi, c'est assez large l'utilisation du mind map et l'efficacité et leur utilité, finalement. On peut s'en servir pour faire des présentations orales, on peut s'en servir pour faire de l'organisation, de la planification, pour faire tout ce que le mental peut faire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire même de la gestion de conflits, si on veut. On peut aussi faire de la... je triche un peu, de la prise de décision, évidemment, prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Évidemment, si on voit les choses de manière globale et que ça nous apporte plus de clarté, forcément, notre prise de décision, ça va de soi. Donc voilà, c'est tous les utilisés qu'on peut faire justement avec le mind map et cela nous apporte énormément à chaque fois, quoi. Tous ceux qui ont toutes les études quantitatives qui ont pu être mises en place, comme je le disais, c'est 60% d'informations mémorisées en plus, 20% de productivité en plus, plus de créativité, plus d'organisation. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose de, de tout à fait significatif. Donc vous voyez, voilà, je dois vous avouer, ça fait plusieurs années que j'utilise moi-même le mind map, mais je ne l'utilise pas de manière optimale. C'est-à-dire que Tony Buzan, lorsqu'il a écrit son livre, du coup, Mind Map Mastery, lorsqu'il a vraiment établi ses règles d'utilisation du mind map, il a établi le fait qu'il fallait utiliser énormément de couleurs, énormément de dessins, de schémas, parce que déjà le fait de dessiner fait qu'on est obligé de visualiser dans notre tête ce qu'on est en train de dessiner, donc déjà ça nous aide à mémoriser le truc. Mais en plus, ça parle, comme je le disais tantôt, au côté émotionnel du cerveau. Et donc, le mind map est véritablement utile. Et alors, il insiste à fond là-dessus sur son bouquin, sur ce côté-là, justement, de mettre des couleurs partout, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens font pas forcément. Et c'est ce côté-là que moi, je faisais pas vraiment. Et donc, du coup, j'avais envie, déjà pour moi-même, de reprendre un peu les bases du mind mapping pour les refaire. Et donc, c'est ce qu'on fera lors de la prochaine vidéo. Bref, je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube si jamais vous avez envie de suivre le reste. Et j'espère vous avoir donné au moins la curiosité de voir ce qu'est le mind map justement, parce que honnêtement, ça m'a pas mal aidé. Enfin, ça m'a même carrément aidé. Je trouve que c'est un outil qui mérite vraiment d'être davantage utilisé, parce que c'est pas forcément le truc le plus naturel, le plus simple à utiliser, parce qu'on l'utilise pas beaucoup. Mais c'est clairement quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, quoi, parce que voilà, ça nous apporterait tellement plus, je pense, pour le reste de notre scolarité. Vous imaginez entre 40 et 60% entre 30 et 60% d'informations en plus retenues à l'école, quoi, ça serait tellement plus simple. Enfin bon, on verra ça la prochaine fois. Sur ce, j'espère vous avoir piqué la curiosité. Salut!